Il était tétard, le couloir de l'ancien immeuble baignait dans une lumière jaune tamisée qui clignotait par intermittence. Antoine Leclerc venait juste de border son fils quand il entendit des coups hésitants à la porte de l'appartement d'en face. La femme qui avait emménagé récemment expliquait que son téléviseur n'avait plus de signal. Il prit sa boîte à outils et traversa le couloir, s'agenouillant derrière l'écran pour vérifier les câbles. Quand le téléviseur s'alluma enfin, une lumière bleue illumina le visage de la femme qui se tenait derrière lui. Antoine se releva. Tous deux se turent. Le passé venait de franchir le seuil. Antoine Leclerc vivait avec son fils Lucas dans un appartement exigu de 2 chambres au 4e étage des Tours du Fleuve, un bâtiment qui avait été luxueux autrefois et n'était plus qu'usé par le temps. Le tapis était effiloché aux endroits où des générations de locataires avaient piétiné les mêmes chemins. Les placards de la cuisine fermaient de travers. Le robinet de la salle de bain goûtait sans cesse, malgré tous les efforts pour le serrer. Mais le loyer était abordable, le quartier sûr, et Lucas avait une chambre avec des étoiles phosphorescentes au plafond qu'Antoine avait collé un week-end pour son anniversaire. La vie d'Antoine suivait un rythme serré et prévisible. Il préparait le petit déjeuner, souvent des œufs brouillés avec du pain grillé, parfois du porridge s'il avait le temps. Il déposait Lucas à l'école primaire du Fleuve, puis roulait jusqu'à Électronique Bertrand, un atelier de réparation qui s'occupait de tout, des vieilles radios aux circuits industriels. Il travaillait jusqu'à l'après-midi, réparant des objets que les autres avaient abandonnés. Il partait tôt pour récupérer Lucas, l'aidait avec ses devoirs à la table de la cuisine, pendant que le dîner mijotait sur la cuisinière. Il lisait des histoires du soir jusqu'à ce que la respiration de son fils devienne régulière. Pas d'amis, pas de rendez-vous galants, pas de passé dont il parlait, juste cette règle gravée dans son cœur. Qu'est-ce qui est le mieux pour Lucas ? Tout le reste s'effaçait. Les week-ends, ils allaient au parc Monceau. Lucas grimpait sur les structures pendant qu'Antoine s'asseyait sur un banc avec un thermos de café, observant. Les autres parents discutaient en groupe, échangeaient des numéros et organisaient des jeux. Antoine restait seul, pas hostile. Il hochait la tête si quelqu'un croisait son regard. Il aidait si un enfant tombait et avait besoin d'un pansement de son sac à dos, mais distant, comme s'il existait dans une version parallèle du parc où les sons ne portaient pas tout à fait. Lucas était petit pour son âge, avec les cheveux sombres d'Antoine et un espace entre ses dents de devant que le dentiste assurait se refermer seul. Il posait des questions sans cesse. Pourquoi le ciel est bleu ? D'où vient l'électricité ? Comment les oiseaux savent-ils où voler ? Pourquoi n'ont-ils pas une maman comme les autres enfants ? Antoine répondait aux 3 premières avec la patience de quelqu'un qui aimait expliquer le monde. La 4e, il l'esquivait. « C'est juste nous deux, mon petit. » C'est comme ça. Lucas acceptait cela. Comme les enfants acceptent la météo, quelque chose qu'on ne change pas. Alors on s'adapte. Le soir, après que Lucas dormait, Antoine s'asseyait à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui refroidissait pendant qu'il épluchait les factures. Le loyer tombait au début du mois. Les charges variaient, mais restaient ingérables. Les courses étaient planifiées pour éviter le gaspillage. Les fournitures scolaires de Lucas, les vêtements pour un enfant qui grandit, les cadeaux occasionnels pour les anniversaires des camarades, tout était équilibré au sou près, sans place pour l'erreur, sans place pour les surprises. Les murs de l'appartement étaient minces. Il entendait Madame Dupont au-dessus faire ses allers-retours interminables de la chambre à la cuisine en pleine nuit. Le couple voisin, les Moreau, se disputait en éclats étouffés qui montaient et descendaient comme des vagues. Monsieur Lefebvre, au bout du couloir, toussait la nuit entière, un râle humide qui faisait grimacer Antoine à chaque fois. La vie était étroite, prévisible et sûre. C'était l'essentiel. Antoine avait construit cette existence brique par brique après que la mère de Lucas, Sophie, l'avait quitté quand leur fils n'était qu'un nourrisson. Elle avait signé les papiers de garde sans discuter, rempli 2 valises et disparu dans une vie qu'Antoine ignorait. Pas de carte postale, pas d'appel pour les anniversaires, juste parti. Au début, il avait été terrifié.
Un jeune homme qui ne savait pas changer une couche correctement, qui faisait brûler les pâtes au fromage, qui avait un jour mis le body de Lucas à l'envers sans s'en apercevoir jusqu'à ce que le pédiatre le remarque. Mais il avait appris, lu des livres, regardé des tutoriels sur son téléphone en pleine nuit pendant que Lucas pleurait de coliques, appelé la ligne d'urgence infirmière plus de fois qu'il n'en comptait. Lentement, maladroitement, il avait compris. Et il s'était promis que Lucas ne se sentirait jamais abandonné comme Antoine l'avait été autrefois, ne douterait jamais d'être suffisant, ne questionnerait jamais s'il était aimé. Alors, Antoine s'était fait plus discret, avait supprimé tout ce qui n'était pas essentiel, était devenu le genre de père qui assistait à chaque événement scolaire, connaissait les noms de tous les enseignants de Lucas, gardait des encas d'urgence dans sa voiture et des pansements dans son portefeuille. C'était suffisant. Ça devait l'être. Le camion de déménagement arriva un matin. Antoine l'entendit depuis la cuisine, où il préparait des crêpes, le grattement des meubles contre le sol du hall, les pas dans le couloir, le claquement de la porte principale. Encore et encore. Lucas colla son visage au Judas sur la pointe des pieds. « Quelqu'un emménage au 4B, annonça-t-il, son haleine embuant la vitre. Antoine retourna une crêpe. D'accord, il était vide depuis longtemps. Puis j'allais dire bonjour, non, laisse-les s'installer d'abord. Lucas revint à la table, déçu mais obéissant. Il versa du sirop en cercle précis sur ses crêpes pendant qu'Antoine nettoyait la plaque. Le soir venu, le couloir était redevenu silencieux. Antoine supposa que c'était un couple ou une petite famille. L'immeuble n'attirait pas beaucoup de locataires seuls. Les appartements étaient trop petits pour le loyer demandé. Ça n'avait de sens que si on partageait les frais. Il n'y pensa pas plus. Les nouveaux voisins venaient et partaient. L'immeuble avait un fort roulement. Puis vint le coup à la porte. Il était tard. Lucas dormait depuis 1 heure. Antoine était en train de trier le linge à la table de la cuisine. L'appartement manquait d'espace pour un vrai coin pliage quand il entendit le tap-tap-tap hésitant. Il regarda par le Judas. Une femme se tenait dans le couloir, bras croisés contre le froid qui s'infiltrait toujours dans l'immeuble la nuit, malgré le vieux système de chauffage. Elle portait un jean et un pull gris trop grand. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval lâche. Elle semblait fatiguée d'une manière qui allait au-delà d'une simple longue journée. Antoine ouvrit la porte. « Oh, pardon de vous déranger si tard, » dit-elle aussitôt, les mots se bousculant comme si elle les avait répétés. « Je m'appelle Élise. Je viens d'emménager en face. Mon téléviseur n'a pas de signal, et je ne sais pas si c'est le câble ou la connexion, ou si je dois appeler quelqu'un, mais j'ai vu la lumière sous votre porte, et j'ai pensé que vous sauriez peut-être quoi vérifier avant que je dépense pour un réparateur demain. » Elle reprit son souffle. Antoine hésita. Il ne faisait pas ça. Parler aux voisins, au-delà des salutations basiques, s'impliquer dans leurs problèmes, ouvrir des portes à sa vie si contrôlée. Mais elle paraissait épuisée. Et c'était une réparation simple. 5 minutes au maximum. Oui, je peux jeter un œil. Le soulagement inonda son visage. Merci infiniment. Il prit sa boîte à outils dans le placard, un vieux coffret rouge en métal qui avait appartenu à son père et tenait maintenant avec du ruban adhésif et de l'espoir. Il la suivit en face. Son appartement était un labyrinthe de cartons à moitié déballé. Le canapé trônait au milieu, encore enveloppé de plastique. Une lampe sur pied luisait dans le coin, projetant de longues ombres. L'air sentait le carton et le nettoyant au citron. La vaisselle s'empilait sur le comptoir, encore dans du papier journal. Des livres remplissaient 3 cartons près de la fenêtre. « Pardon pour le désordre », dit Élise, gesticulant, impuissante vers le chaos. « Je ne m'attendais pas à déménager si vite. Tout s'est précipité. » Antoine s'agenouilla derrière le téléviseur, un Samsung moyen de gamme qui semblait avoir quelques années. « Vous venez de loin ? » ?»« Pas vraiment. De l'autre côté de la ville. » Elle marqua une pause, et il sentit qu'elle décidait si elle en disait plus. « Je viens de divorcer. J'avais besoin d'un nouveau départ. Nouvel endroit, nouveau quartier, nouveau tout. » Il ne répondit pas, se contenta de garder les mains occupées à vérifier les câbles. Le câble coaxial était bien branché.
Le cordon d'alimentation allait bien, mais le câble HDMI reliant le décodeur au téléviseur s'était desserré, sans doute secoué pendant le déménagement. Antoine le rebrancha, vérifia les paramètres d'entrée et ralluma tout. L'écran clignota en bleu, puis afficha un bulletin d'information, un présentateur météo pointant une carte des températures du week-end. Et voilà. Oh mon Dieu, merci. Sa voix était douce, sincère. J'aurais dû vérifier moi-même. Je n'ai même pas pensé aux câbles à l'arrière. Facile à la manquer. Antoine se leva, époussetant la poussière de ses genoux, et se tourna pour partir. C'est alors que la lumière du téléviseur éclaira son visage sous un angle différent. Elle portait un fin collier d'argent, un petit pendentif en forme de boussole, du genre qu'on achète dans une brocante ou une boutique vintage. Son souffle s'arrêta. Il connaissait ce collier. Il l'avait acheté lui-même un été avant la dernière année d'université. L'avait offert à quelqu'un qu'il croyait être celle de sa vie. Lui avait dit que la boussole la guiderait toujours vers la maison. Une niaiserie romantique qui avait semblé profonde à l'époque. Ses yeux passèrent du collier à son visage. Vraiment cette fois. Pas juste le regard poli qu'on accorde à un voisin. La forme de sa mâchoire, la façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse, la fine cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'une chute de vélo enfantine. Ce n'était pas possible. Élise, si c'était son vrai nom, se figea, le fixant en retour. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait dire quelque chose. Aucun ne parla. Le silence s'étira jusqu'à devenir douloureux, jusqu'à ce que la voix du présentateur semble obscènement forte. Enfin, Antoine attrapa sa boîte à outils et sortit sans un mot. La porte claqua derrière lui. Antoine ferma sa porte et s'y adossa, le cœur battant si fort qu'il crut qu'il briserait ses côtes. Ça ne pouvait pas être elle. Camille Moreau. Elle avait été la seule à lui faire sentir qu'il n'était pas juste un occupant du monde, attendant que quelque chose arrive. Ils s'étaient rencontrés lors d'un job d'été, avant la remise des diplômes, travaillant tous deux au centre communautaire du fleuve, animant des programmes pour enfants. Elle enseignait des ateliers d'art le matin. Lui, des cours de technologie l'après-midi, apprenant aux adolescents à créer des sites web et monter des vidéos. Ils étaient tombés amoureux vite et inévitablement comme des objets dévalant une pente. Ils passaient chaque soir à marcher le long de la Seine, parlant jusqu'à ce que les réverbères s'allument et que les moustiques les chassent à l'intérieur. Ils faisaient des plans, stupides, sincères, précis sur l'avenir. Ils déménageraient en ville, prendraient un petit appartement ensemble, elle enseignerait l'art dans un lycée. Lui travaillerait en support technique quelque part, en cherchant ce qu'il voulait vraiment faire. Ils adopteraient un chien, lui donneraient un nom ridicule, se marieraient un jour. Mais pas de hâte. Ils avaient le temps. Ils avaient l'éternité. Puis un soir, Camille avait disparu. Sans explication, sans au revoir, juste parti. Antoine avait appelé, envoyé des messages, laissé des voicemails passant de l'inquiétude à la colère puis au désespoir. Il s'était présenté chez elle. Sa colocataire avait dit qu'elle avait déménagé soudainement. Urgence familiale. C'était tout ce qu'elle offrait. Il avait cherché des mois, interrogé des amis communs, vérifié les endroits où ils allaient être ensemble, avait fini par arrêter, car l'espoir était pire que l'absence. Et maintenant, elle était en face, utilisant un autre nom, feignant de ne pas le connaître. Antoine glissa au sol, boîte à outils à côté, main tremblante. Dans son appartement, Camille, Élise, resta figée à l'endroit où il l'avait laissée. Le téléviseur bourdonnait, ignoré. La météo céda aux faits sportifs. Elle ne bougea pas pour changer de chaîne. Elle l'avait reconnu dès qu'il était entré dans la lumière. D'abord la voix. Cette façon particulière de dire oui, en acceptant d'aider, comme réticent, mais incapable de s'en empêcher. Puis sa posture, la légère courbure de quelqu'un penché sur des réparations depuis des années. La manière dont il inclinait la tête en se concentrant, la langue à peine visible entre les dents. Antoine. Antoine Leclerc, l'homme qu'elle avait fui, car rester l'aurait détruit. Elle pressa ses paumes contre ses yeux et exhala un souffle
qui se transforma en sanglots qu'elle étouffa à peine. Elle n'avait pas su qu'il vivait ici, n'avait pas su qu'il était dans la même ville. Elle avait choisi cet immeuble car il était abordable, disponible immédiatement, et le propriétaire n'avait pas posé trop de questions quand elle avait expliqué être fraîchement divorcée, avec un historique professionnel et des références. S'il vous plaît, laissez-moi signer le bail. Et maintenant, Antoine était à 10 pas, de l'autre côté d'un mur mince, avec une vie dont elle n'avait jamais fait partie, une vie qui avait continué sans elle. Élise s'effondra sur le canapé, enveloppée de plastique, et pleura jusqu'à ce que sa gorge brûle. Antoine évitait le couloir comme s'il était contaminé. Il partait tôt pour le travail, s'asseyait dans sa voiture sur le parking d'électronique Bertrand avant le début de son service. Rentrait tard, prenait des détours, s'arrêtait au supermarché même sans besoin. Gardait Lucas à l'intérieur le week-end, inventant des raisons pour ne pas aller au parc. Il pourrait pleuvoir. J'ai du travail à rattraper. Construisons plutôt ton Lego. Lucas acceptait ses excuses avec une suspicion croissante mais n'argumentait pas. Un soir, pendant qu'Antoine était sous la douche, Lucas s'ennuya. L'appartement semblait soudain trop petit. Le vaisseau Lego était fini. Ses livres de coloriage étaient remplis. Il entendait des voix dans le couloir. Les enfants du 4C jouaient, leur rire résonnait. Lucas ouvrit la porte d'entrée et erra dans le hall. La porte du 4B était calée ouverte par un carton. De la musique s'en échappait, quelque chose de doux et acoustique. Une voix féminine chantant sur des rivières et des routes. Lucas jeta un œil dedans. Élise était agenouillée au sol, déballant de la vaisselle d'un carton marqué « Cuisine fragile ». Elle leva les yeux et sourit. Le genre de sourire que les adultes donnent aux enfants inconnus. Chaleureux, mais prudent. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucas. Je m'appelle Élise. Tu vis en face? Il hocha la tête. Avec mon papa. C'est lui qui a réparé ton téléviseur. Je sais. Il a été très serviable. Elle sortit une tasse à café, vérifia les fissures, la posa sur le comptoir. Tu as le droit de te promener seul dans le couloir? Lucas haussa les épaules. Papa est sous la douche. Je m'ennuyais. Es-tu marié? La question l'a surpris. Plus maintenant. Moi non plus. Il le dit comme si c'était un club auquel ils appartenaient tous deux. Une expérience partagée. Le sourire d'Élise vacilla une seconde. Veux-tu m'aider à déballer ces assiettes? J'aurais besoin d'une paire de mains supplémentaires. Le visage de Lucas s'illumina. Il franchit le seuil et s'agenouilla à côté d'elle. Pendant les minutes suivantes, ils travaillèrent en silence complice, ponctué par le bavardage de Lucas sur l'école, ses dessins animés préférés, un dessin de vaisseau qu'il avait fait et que son professeur avait affiché au tableau. Élise écoutait avec l'attention qui fait sentir aux enfants que leurs paroles comptent vraiment. Puis Antoine apparut sur le seuil. Ses cheveux étaient encore humides de la douche. Il était pieds nus, en pantalon de survêtement et vieux t-shirt. Son visage blêmi en voyant Lucas agenouillé près d'Élise. Lucas, rentre maintenant. Lucas sursauta. Il avait entendu son père être ferme, mais jamais ainsi, tranchant, presque effrayé. Mais j'aide. Le garçon se leva vite, marmonna un au revoir à Élise et fila devant son père dans le couloir. Antoine ne regarda pas Élise, attrapa la main de Lucas et le tira en face. La porte claqua assez fort pour que Monsieur Lefebvre, au bout du couloir, crie quelque chose d'irrité sur le bruit. Élise resta seule sur son sol, entourée de vaisselle à moitié déballée, les larmes coulant sur son visage. Elle ne s'y était pas attendue. L'enfant, Lucas, le fils d'Antoine, avait ses yeux, cette nuance de brun qui virait presque à l'ambre sous certaines lumières. Sa façon d'incliner la tête en écoutant, comme si qu'il cherchait quelque chose sous les mots, sa manière prudente de tenir les objets fragiles, conscient de sa force. Elle avait perdu cette chance. Perdu le bébé qu'elle avait à peine eu le temps d'imaginer dans ses bras. Et voilà la preuve d'une vie qui avait continué sans elle. La famille qu'Antoine avait construite avec une autre. Vivre en face rendait l'évitement impossible. L'immeuble avait un ascenseur qui tombait en panne 2 fois par semaine.
Alors la plupart prenaient les escaliers. Les boîtes aux lettres étaient dans le hall. La buanderie au sous-sol. Chaque nécessité quotidienne les forçait dans des espaces communs. Ils se croisèrent dans l'escalier un matin. Antoine descendant avec Lucas pour l'école, Élise montant avec un panier de linge. « Bonjour, dit-elle doucement. Antoine hocha la tête, ne croisa pas tout à fait ses yeux. « Bonjour. » Lucas t'agita la main avec enthousiasme. « Salut, Élise. » Elle répondit, le cœur se fendant un peu. Un soir, ils attendirent l'ascenseur ensemble. Le bouton était allumé, la machinerie gémissait au-dessus. Élise tenta une conversation. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien, merci. Ça fait longtemps. »« Oui, je suis contente de te voir. Il faut y aller. » Antoine prit la main de Lucas et opta pour les escaliers, malgré l'attente. Un soir, Élise vérifiait son courrier quand Antoine entra avec Lucas. Elle s'écarta pour leur laisser de la place aux boîtes. Lucas se mit aussitôt à lui raconter sa semaine. « On a fait une sortie au poste de pompier. J'ai pu m'asseoir dans le camion et le pompier m'a laissé tenir le tuyau, mais il n'était pas allumé bien sûr parce que ce serait dangereux. Et puis on a... »« Lucas, il faut monter, » interrompit Antoine, le courrier serré dans son poing. « Mais je raconte à Élise sur... »« Maintenant, s'il te plaît. » Et... Le visage de Lucas s'assombrit. Il suivit son père vers les escaliers, jetant un regard confus à Élise. Elle resta longtemps dans le hall après leur départ, feignant d'organiser son courrier, luttant contre l'envie de monter frapper à la porte d'Antoine et exiger qu'il la laisse expliquer tout. Mais elle ne le fit pas, car elle n'avait aucun droit d'exiger quoi que ce soit. Le mardi suivant, ils se retrouvèrent tous trois dans l'ascenseur, car il décida de fonctionner à ce moment. L'espace était étouffant, à peine 2 mètres carrés. La lumière fluorescente bourdonnait. Lucas combla le silence comme les enfants le font quand les adultes refusent. « Papa, Élise m'a aidé avec mes devoirs de maths hier quand tu étais au travail. Madame Dupont ne pouvait pas parce qu'elle ne voit plus bien les chiffres, mais Élise est venue et elle est super bonne en fractions. » La mâchoire d'Antoine se crispa. Sa main sur la boîte à outils qu'il portait blanchie aux jointures. « Oh, c'est gentil. Elle a dit qu'elle était prof. Intéressant. » Elle enseignait l'art aux collégiens et elle m'a montré comment dessiner des chevaux. Regarde. Lucas sortit un papier piéton, plié de son sac, le lissa soigneusement. Un cheval de profil, étonnamment bien proportionné pour un enfant. Antoine regarda le dessin longtemps. « C'est bien, mon petit. » L'ascenseur sonna. 4e étage. Antoine poussa Lucas dehors sans un mot de plus. Élise resta dedans, descendant au hall, bien qu'elle montât chez elle. Elle s'assit sur le canapé du hall, fixant le tableau d'affichage couvert d'annonces pour chat perdu, cours de yoga, et quelqu'un vendant un climatiseur presque neuf. Madame Dupont la trouva là, traînant avec son déambulateur pour vérifier son courrier. « Ça va, ma chère ?» Élise essuya vite ses yeux. « Oui, juste fatiguée, le déménagement épuise. » Madame Dupont tria son courrier de main tremblante. « Mais vous vous installerez, tout le monde finit par le faire. »« J'espère. » La vieille femme tapa son épaule et partit vers l'ascenseur. Élise resta jusqu'à ce que les ombres du soir s'étirent sur le sol du hall. Ça arriva un jeudi. Lucas était resté après l'école pour le club d'art. Antoine était en retard pour le chercher. Une réparation au travail avait duré plus longtemps. Le client avait disputé la facture. La circulation était infernale, il se précipita dans le couloir, clé tintant, calculant mentalement combien Lucas attendrait, et trouva Lucas assis par terre devant l'appartement d'Élise, lui montrant un dessin. « C'est toi, moi et papa, » disait Lucas, pointant 3 bonshommes se tenant la main. « On est une famille. Regarde, on est au parc et voilà l'étang aux canards, et là les balançoires. » Élise était assise en tailleur sur le sol du couloir, dos contre sa porte,
regardant le dessin avec une expression qu'Antoine ne pouvait lire. « C'est magnifique, dit-elle doucement. Antoine se figea. Lucas le remarqua. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. » La tête d'Élise se releva d'un coup, son visage blêmit. « Lucas, viens, il faut partir. »« Mais je voulais montrer à Élise. »« Papa, tu es bizarre. » Lucas. Sa voix était plus dure qu'il ne voulait. Maintenant. Lucas se leva lentement, serrant son dessin, confusion sur le visage. Antoine regarda Élise pour la première fois depuis des jours. Vraiment. Pourquoi es-tu ici ? Sa voix était basse, contrôlée, mais quelque chose de tranchant et dangereux dessous. Élise se leva lentement, époussetant son jean. « Je t'ai dit, je viens d'emménager. »« Non. » Il fit un pas plus près, conscient que Lucas observait, mais incapable de s'arrêter. « Pourquoi ici, dans cet immeuble, à cet étage, en face de moi ? Ne me dis pas que c'est une coïncidence. » Antoine, je te jure, je ne savais pas que tu vivais ici. Tu t'attends à ce que je croie ça ? Après des années de rien, tu emménages juste en face par hasard ? Je ne savais pas. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. J'avais besoin d'un endroit vite. Papa, qu'est-ce qui se passe ? La voix de Lucas était petite, effrayée. Antoine ferma les yeux, inspira. Quand il les rouvrit, son visage était neutre. Rien, mon petit. Allons-y. Il se tourna vers leur appartement et Élise craqua enfin. J'étais enceinte. Antoine s'arrêta net. Lucas parut confus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rentre, Lucas, dit Antoine doucement, sans se retourner. S'il te plaît. Lucas regarda entre eux, puis obéit, traversant le couloir en jetant des regards en arrière. Antoine ne se retourna pas. La voix d'Élise trembla. Il y a des années. La veille de mon départ, j'ai appris que j'étais enceinte. Gouya c'est quelqu'un, d'homme ans, le couloir était silencieux, sauf le bourdonnement du vieux chauffage qui s'enclenchait, le son lointain d'un téléviseur à travers les murs minces. J'allais te le dire le lendemain, continua-t-elle. J'avais tout prévu. Puis mon question, ça me puis quoi ? Elle ne pouvait le dire. Antoine se tourna enfin. Son visage était impassible, contrôlé, comme s'il usait toute son énergie pour se maintenir. Fini. Élise s'appuya au chambranle, ses jambes menacèrent de lâcher. J'ai fait 3 tests, tous positifs. J'ai pris rendez-vous chez un médecin pour confirmer. Les mots sortaient mécaniques, comme lus d'un script. J'allais te le dire ce week-end. J'avais acheté une carte stupide avec des chaussures de bébé dessus, quelque chose de kitsch de la pharmacie. J'allais faire le dîner, ton plat de pâtes préféré, et te donner la carte après. Antoine ne dit rien. Se tint là, boîte à outils en main. Mais cet après-midi-là, ma sœur Assar a appelé. La voix d'Élise devint plate, clinique, comme on parle d'un trauma raconté trop souvent. Ma mère s'était effondrée chez elle. Un AVC massif. Il ne pensait pas qu'elle passerait la nuit. « Je serais venu, » dit Antoine doucement. « Je sais que tu l'aurais fait. » Élise essuya ses yeux brutalement. « Mais quand je suis rentrée, ma mère avait survécu, à peine, mais survécu. Tu m'avais déjà laissé un message. Tu disais avoir compris, que j'étais passé à autre chose, que tu n'allais pas attendre quelqu'un qui n'avait pas la décence de dire au revoir. » Le visage d'Antoine pâlit en se souvenant. Le message laissé dans un moment de douleur et d'orgueil. Le message regretté des heures plus tard, mais trop fier pour le retirer. « J'ai essayé de rappeler, dit Élise. Tu avais bloqué mon numéro. Je suis allé chez toi. Tu avais déménagé. Ton colocataire a dit que tu étais rentré chez toi. Ne savait pas où. J'ai demandé autour. Personne ne savait où tu étais allé. Alors tu as juste abandonné ? Non. Sa voix durcit. J'ai passé des mois à te chercher. Appelé chez tes parents. Ils m'ont raccroché au nez. Essayé via des amis communs. Personne ne me disait rien et j'ai perdu le bébé. Silence. Un silence complet, étouffant. Le chauffage s'arrêta. Au-dessus, les pas de Madame Dupont craquèrent sur son sol. J'étais à 12 semaines, murmura Élise. Et Élise.
Je suis allé à un contrôle de routine. Le premier vrai rendez-vous, celui où ils font une échographie, où on entend le cœur. Ils n'ont pas pu le trouver. Faute couche spontanée. Le médecin a dit que ça arrive dans 20% des grossesses. Rien que j'aurais pu faire différemment, juste de la malchance. Les genoux d'Antoine fléchirent presque. Il posa la boîte à outils avant de la lâcher. Ils ont fait une intervention. D et C, ils appellent ça. J'étais seul. Ma sœur était encore avec ma mère. Je ne pouvais te trouver. Je n'avais personne d'autre. Nasoto, elle pleurait maintenant, sans cacher. Et après ça, j'ai pensé que c'était mieux que tu ne saches pas. Tu n'avais pas besoin de porter ce chagrin. Tu n'avais même pas su pour la grossesse. À quoi bon te dire quelque chose que tu avais perdu sans le savoir? Tu aurais dû. Sa voix se brisa. Tu aurais dû continuer à me chercher. Je sais. Je pensais que tu étais juste parti. Comme si je ne comptais pas. Comme si nous ne comptions pas. Tu étais tout ce qui comptait. Antoine glissa au sol, dos au mur. Il paraissait plus jeune soudain, plus comme le jeune homme qu'elle avait connu que l'homme qu'il était devenu. Élise s'assit en face, dos au chambranle, genoux contre la poitrine. Ils restèrent ainsi longtemps. Assez pour que M. Lefebvre les croise en allant à l'ascenseur, leur jette un regard curieux, continu. « Je me suis marié avec un autre », dit enfin Élise. Plus tard. Richard, un bon homme, emploi stable, comptable, belle famille. On a essayé d'avoir des enfants, essayé pendant des années, sans succès. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de techniquement anormal. Parfois ça n'arrive pas. Je pense que mon corps a juste fermé cette porte. Décidé qu'une fois suffisait pour le drame. Elle tripota un fil lâche sur son jean. On a divorcé l'an dernier. D'un commun accord, sans drame, sans infidélité. On a réalisé un jour qu'on avait bâti une vie sur des fondations absentes. On était des amis feignant l'amour parce qu'on voulait tous deux le vouloir. Ça a du sens ? Antoine hocha lentement la tête. Pourquoi as-tu changé de nom ? Je ne l'ai pas fait légalement. Élise est mon deuxième prénom. Camille Élise Moreau. J'ai commencé à l'utiliser après le divorce. Nouveau départ. Ardoise propre. Camille semblait appartenir à une autre personne, une autre vie. Elle toucha le collier boussole. J'ai gardé ça pourtant. Gardé beaucoup de choses. Ton vieux t-shirt, des tickets de cinéma qu'on avait vus, des bêtises. J'ai gardé des choses aussi. La tasse que tu m'as faite en cours de poterie. Elle est ébréchée, mais je l'utilise encore. Le souffle d'Élise se coinça. Ils restèrent en silence un moment de plus. Et la mère de Lucas ? Demanda Élise doucement. Sophie, on est sortis ensemble quelques mois. Elle est tombée enceinte. On a essayé de faire marcher. Mariée quand elle était à mi-grossesse, mariage civil. Rien de fastueux. Elle a tenu 6 mois après la naissance de Lucas. Laissé un mot sur la table de la cuisine, signé les papiers de garde, son avocat me les a envoyés plus tard. Je n'ai plus entendu parler d'elle. Je suis désolé. Ne le sois pas. Lucas ne se souvient pas d'elle. Et honnêtement, je pense qu'on aurait été malheureux si elle était restée. On ne s'aimait pas. On essayait juste de faire ce qu'on pensait devoir faire. C'est un bon garçon. Il l'est. La voix d'Antoine s'adoucit. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'étais un désastre avant lui. Jobs sans issue, trop d'alcool, appartement en sous-sol avec 2 autres gars. Lucas m'a fait grandir. Tu as toujours été bon, Antoine. Tu avais juste besoin d'une raison pour y croire. Il la regarda à travers les quelques pas de couloir qui les séparaient. Pour toi que je gardais le collier. C'est parce que c'était la seule chose qui me restait de toi. Et parce que même après tout, je n'ai jamais arrêté. Askakit, elle s'interrompit. Arrêter quoi ? D'espérer retrouver mon chemin. Bon, ça c'est le mot qui tombe. Ils restèrent dans le couloir jusqu'à tard. À un moment, Antoine alla vérifier Lucas.
le trouva endormi dans son lit, encore en vêtements d'école, le dessin de la famille à trois serré dans une main. Antoine le dégagea doucement, borda son fils sous les couvertures et revint s'asseoir. Ils ne parlèrent plus tôt que l'on parle plus, beaucoup après, se contentèrent d'être là. L'immeuble s'apaisait autour d'eux. Les tuyaux craquaient, quelqu'un tira une chasse. Le téléviseur de Madame Dupont murmurait à travers les murs, une émission nocturne qu'elle laissait allumer en s'endormant. Finalement, Élise parla. « Je n'attends rien de toi. Je sais. Je ne suis pas ici pour perturber ta vie ou faire des revendications ou demander des choses auxquelles je n'ai pas droit. Je sais. Mais je suis désolé pour tout, pour n'avoir pas essayé plus, pour avoir disparu, pour ne pas avoir été là quand tu en avais besoin. » Antoine resta silencieux longtemps. Quand il parla, sa voix était rauque d'épuisement. « Je suis désolé aussi d'avoir supposé le pire, de t'avoir bloqué, de n'avoir pas essayé plus pour te trouver, de croire que tu m'avais abandonné sans y penser. On était des gamins. On était assez vieux pour savoir mieux. » Élise sourit faiblement. « Peut-être. Ou peut-être qu'on était exactement aussi jeunes et stupides qu'il fallait pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. » Antoine la regarda, vraiment pour la première fois depuis cette nuit où tout s'était effondré. Elle avait changé, des rides au coin des yeux qui n'étaient pas là avant, une fatigue dans sa posture comme si elle portait quelque chose de lourd depuis longtemps. Ses mains avaient de petites cicatrices, une sur le dos de la gauche, une autre sur le pouce droit, signe d'une vie vécue, d'années passées sans lui. Mais encore elle, encore la personne qui lui avait fait croire qu'il valait la peine d'être aimé. « Je n'ai aimé personne d'autre, dit-il doucement. J'ai essayé quelquefois. Ton était je n'ai qu'un sorti avec une femme nommée Sarah pendant quelques mois quand Lucas était petit. Gentille, travaillait à la bibliothèque. Lucas l'aimait bien, mais ça n'a jamais collé. J'avais toujours l'impression de jouer un rôle. Les yeux d'Élise s'embuèrent, non. Moi aussi. Richard était un bon mari sur le papier, mais je le comparais toujours à un souvenir, toujours à mesurer tout contre un été d'il y a des années. Ce n'est juste pour personne. La mère de Lucas est partie quand il était nourrisson. N'a pas supporté. Les pleurs, l'épuisement, la façon dont ta vie entière disparaît dans les soins d'un autre, elle a signé la garde sans se battre. Je ne sais même pas où elle est maintenant. Je suis désolé. Ne le sois pas. Il est mieux sans. Et honnêtement, moi aussi. On s'en est sortis ensemble, lui et moi. On a bâti notre petit monde. Antoine marqua une pause. Il est heureux. C'est ce qui compte. C'est un bon garçon. Il l'est, il te ressemble, tout le monde le dit. Il a tes yeux et ta façon d'écouter. Comme s'il entend vraiment ce que les gens disent sous les mots. La gorge d'Antoine se serra. Il m'a demandé une fois pourquoi il n'a pas de maman. Je ne savais pas quoi dire. Qu'as-tu répondu ? Que certaines familles sont différentes, que c'est juste nous deux, et que c'est bien. C'est une bonne réponse. Je ne sais pas s'il y croit. Je ne sais pas si j'y crois. Le silence s'installa de nouveau, mais différent maintenant, plus doux, moins acéré. Puis Antoine dit « Je ne sais pas ce que c'est. » Moi non plus. Mais je ne suis pas prêt à effacer des années et reprendre où on s'est arrêté. Je ne peux pas. Je ne te le demanderai pas. Je dois penser à Lucas. Tout ce que je fais, chaque choix doit être pour son bien. C'est la règle, c'est tout ce que j'ai. Je sais. Je ne peux pas laisser quelqu'un entrer dans sa vie qui pourrait partir. Il a déjà été abandonné une fois. Je ne laisserai pas ça arriver encore. Je comprends. Antoine se leva, genou craquant, tendit une main. Élise la prit, se laissa tirer debout. Ils se tinrent dans le Il s'assit dans le couloir, mains encore jointes à quelques centimètres. « Puis-je t'inviter à un café un de ces jours ?» demanda Élise. « Juste un café. » Sans attente, sans pression, juste deux personnes qui se connaissaient autrefois se rattrapant. Antoine hésita. Chaque instinct hurlait non, pour se protéger, et Lucas d'une possible douleur. Mais en voyant son visage, fatigué, plein d'espoir, effrayé, il ne put. « Oui, d'accord. Quand? Samedi. Lucas a un rendez-vous de jeu l'après-midi.
Je peux te retrouver à 14 heures, le café rue de Rivoli. Cet endroit est encore ouvert. Je l'ai vérifié. Il l'est. Antoine faillit sourire. D'accord. 14 heures. D'accord. Ils restèrent maintenant un moment de plus, aucun prêt à lâcher. Enfin, Antoine recula. Bonne nuit, Élise. Bonne nuit, Antoine. Il entra chez lui, s'arrêta main sur la poignée. Le collier te va bien. Elle le toucha réflexivement. Je ne l'enlève jamais. Il rentra. Élise resta longtemps dans le couloir après que sa porte se ferme. Doigt, autour du pendentif boussole, sentant son poids contre sa poitrine comme une ancre. Le café devint 2 cafés. Le premier fut maladroit. Ils s'assirent en face l'un de l'autre, au café rue de Rivoli, l'endroit qui existait encore miraculeusement. Avec les mêmes banquettes en cuir craquelé et le même propriétaire grognon qui faisait le meilleur espresso de la ville. Ils parlèrent prudemment de choses neutres. L'école de Lucas, le travail freelance d'Élise en illustration, l'ascenseur cassé de l'immeuble, la météo. Aucun ne mentionna la conversation du couloir. Aucun ne mentionna ce qui s'était passé des années avant. C'était comme s'ils étaient des étrangers, s'apprenant pour la première fois. Le second café, 1 semaine plus tard, alla plus profond. Antoine parla de la première année avec Lucas, la terreur et l'épuisement et la certitude viscérale d'échouer chaque jour. Élise parla de la fausse couche, l'intervention. Les mois après, quand elle ne pouvait regarder une femme enceinte sans sentir qu'on lui avait arraché une partie de la poitrine. Ils pleuraient tous deux à la fin, dans une banquette de café l'après-midi, et le propriétaire grognon leur apporta des serviettes supplémentaires sans commentaire. Puis, une promenade au parc, pendant que Lucas jouait. Antoine observa son fils sur les structures, tandis qu'Élise s'asseyait à côté sur le banc. Pas trop près, gardant une distance prudente. Lucas la remarqua et accourut. « Élise, veux-tu voir comme je me balance haut ?» Avec plaisir. Ils allèrent au balançoire ensemble. Lucas pompait ses jambes, allant plus haut, criant « Regarde ça !» toutes les secondes. Élise observait avec un vrai délice, encourageant, riant quand Lucas essayait de sauter au sommet et qu'Antoine devait sprinter pour le stabiliser. Sur le chemin du retour, Lucas tenait leurs 2 mains, se balançant entre comme un pont. Antoine croisa le regard d'Élise par-dessus la tête de Lucas. Elle sourit. Quelque chose de chaud se dénoua dans sa poitrine. Puis Élise commença à aider Lucas avec ses devoirs. Ça commença naturellement. Antoine était en retard du travail un jour, une réparation compliquée qui refusait de coopérer, un client appelant sans cesse avec des problèmes supplémentaires. Il envoya un message à Madame Dupont pour demander si elle pouvait surveiller Lucas jusqu'à son retour. Elle répondit « Mon arthrite est mauvaise aujourd'hui, cher. »« Ne peut descendre les escaliers ?» demanda Élise. Antoine fixa son téléphone longtemps, puis envoya à Élise « Peux-tu surveiller Lucas 1 heure ? Je suis coincé au travail. On te paiera. » Sa réponse vint immédiatement. « Bien sûr. Ne sois pas bête pour le paiement. Envoie-le. » Quand Antoine rentra, plein d'excuses, il trouva Élise et Lucas à sa table de cuisine, entourés de fiches de maths et de crayons. « Fraction, expliqua Élise. On les 20 ensemble. » Lucas leva les yeux, souriant. Élise les rend clairs. Antoine sentit sa gorge se serrer. « Merci. Quand tu veux. » Ça devint une habitude. 3-4 fois par semaine, Lucas frappait à la porte d'Élise après l'école. Elle le laissait toujours entrer, et ça déhantia si envie. Ils faisaient les devoirs ensemble, où elle lui apprenait à dessiner, où il parlait pendant qu'elle travaillait sur ses projets d'illustration. Antoine le récupérait 1 heure ou 2 plus tard. Ne restait jamais longtemps, ne s'asseyait pas, juste prenait son fils et rentrait. Mais lentement, les murs tombèrent. Un soir, Élise frappa à la porte d'Antoine avec un plat à gratin. « J'ai fait trop de lasagne. J'ai pensé que vous en voudriez. »
C'était évidemment un mensonge. Le plat était la taille parfaite pour un dîner familial. Mais Antoine accepta, l'invita à entrer. Ils mangèrent ensemble à la petite table de cuisine. Lucas babilla sur sa journée. Élise et Antoine échangèrent de petits sourires par-dessus sa tête. Après le dîner, Lucas demanda si Élise voulait voir sa collection de Lego. Elle dit oui. Antoine fit la vaisselle pendant qu'il jouait dans la chambre de Lucas, écoutant la voix de son fils monter et descendre en explications excitées. Les réponses d'Élise, chaleureuses et engagées. Quand elle partit, Lucas l'étreignit pour au revoir. À demain. À demain. Après qu'Élise eut emménagé, une tempête coupa l'électricité dans tout le quartier. Antoine passa des heures au sous-sol avec le concierge et un électricien de la ville, aidant à identifier le transformateur grillé et à router une alimentation temporaire pour les lumières d'urgence. Quand il remonta, il trouva Élise et Lucas dans son appartement, jouant aux cartes à la lampe torche. « On avait faim », expliqua Lucas. « Élise a fait des sandwichs. J'espère que c'est ok. » Antoine regarda Élise, qui haussa les épaules en excuse. « Ta porte était ouverte. Je ne voulais pas qu'il soit seul dans le noir. C'est ok. Merci. » Dans cette salle, ils mangèrent ensemble à la lueur vacillante des bougies. Lucas raconta une histoire interminable sur une sortie à l'aquarium. Quelque chose sur toucher une étoile de mer et apprendre qu'elles n'ont pas de cerveau, ce qui le fascinait sans fin. Élise écoutait comme si c'était la chose la plus intéressante qu'elle ait entendue, posant des questions, riant aux parties drôles. Antoine les observa tous deux et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose gelé depuis des années commençant à fondre, douloureux et nécessaire. Après que Lucas se soit endormi sur le canapé, épuisé par l'excitation de la panne, Antoine et Élise s'assirent sur le balcon, enveloppés de couvertures sentés contre le froid. La ville s'étendait en bas, sombre sauf pour des lumières d'urgence éparses et les phares des voitures naviguant les rues sans feu. « C'est agréable, » dit Élise doucement. « Oui, ça m'avait manqué. Juste être avec quelqu'un. Sans performance, sans feindre. » Antoine hocha la tête. Moi aussi. Elle posa sa tête sur son épaule. Il la laissa. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'électricité revienne et que le monde s'illumine autour, soudain et brillant. Plus tard, le téléviseur d'Élise cessa de fonctionner encore. Antoine se tint sur son seuil, boîte à outils en main, souriant. Et vraiment, je jure que je ne l'ai pas cassé exprès. Mais son sourire disait autrement. Il traversa vers le téléviseur, maintenant positionné différemment dans une pièce pleinement déballée et décorée. Ses œuvres accrochées au mur, des livres sur les étagères. Ça ressemblait à un foyer. Antoine s'agenouilla derrière. Élise observa depuis le canapé. « Tu sais, tu pourrais juste emménager ici. T'éviter la traversée du couloir chaque fois que quelque chose a besoin d'être réparé. » Antoine se tourna, sourcils levés. « C'est une invitation ? Peut-être. Et Lucas ? Il m'a déjà demandé si on se marie. Je pense qu'il serait ravi. » Antoine se tourna vers le téléviseur, cachant son sourire. « Que lui as-tu dit ? » ?»« Que je ne sais pas, que c'est compliqué. »« Laisse. Ne laisse pas ?» Antoine finit de vérifier les connexions. Le câble HDMI était desserré encore, exactement comme la première fois, et se leva. Le téléviseur s'alluma. Un documentaire sur les pingouins. Et voilà, réparé. Vraiment, rien qui était... Merci. Il posa la boîte, s'assit à côté d'elle sur le canapé. L'appartement sentait les bougies à la vanille et la sauce tomate qu'elle faisait mijoter pour le dîner. Par la fenêtre,
On voyait le balcon d'Antoine en face, les rideaux ouverts. Son appartement semblait chaleureux et habité. « Je ne suis pas prêt pour le mariage », dit Antoine prudemment, choisissant chaque mot. « Pas ça encore. Peut-être pas avant longtemps. D'accord ? J'ai besoin d'être sûr pour Lucas, pour moi, que c'est réel, que ça durera. Je comprends. Mais je veux ça, quoi que ce soit qu'on construit. » Élise prit sa main. « Moi aussi. Je veux que Lucas ait ce qu'on avait. Quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui reste. » Je ne pars nulle part. Tu ne peux promettre ça. Personne ne peut. Mais tu as raison. Mais je peux promettre que j'essaierai. Que je suis ici maintenant. Que je choisis ça maintenant et que je continuerai à le choisir. Antoine regarda leurs mains entrelacées. C'est suffisant. Il fouilla sa poche et en sortit une clé. Clé de rechange pour chez moi, au cas où tu en aurais besoin. Elle la prit, la tourna dans sa paume. Accès pour réparation télé d'urgence. Quelque chose comme ça. Elle se pencha et l'embrassa. Doux, hésitant, comme s'ils découvraient encore comment leur pièce s'emboîtait après tout ce temps. Quand ils se séparèrent, le téléphone d'Antoine vibra. Lucas envoyant un message d'en face. « Élise vient dîner ? On a des pâtes. » Antoine lui montra. Élise rit. « Je devrais y aller, je suppose. » « Je suppose. » Ils se levèrent, allèrent à la porte ensemble. Dans le couloir, ils s'arrêtèrent. Le même couloir où ils s'étaient reconnus, où ils avaient assis et pleuré, et enfin dit la vérité. « Antoine ? Oui ? Je suis contente que le téléviseur est cassé. » Il sourit. « Moi aussi, les 2 fois. Surtout les 2 fois. » Ils traversèrent le couloir ensemble. Pas vers le même appartement, pas encore. Peut-être jamais, mais vers la même table de dîner, les mêmes rires, les mêmes petites routines prudentes qui bâtissaient quelque chose de neuf des ruines de ce qu'ils avaient perdu. Lucas les accueillit à la porte, tenant un nouveau dessin. 3 bonshommes, une maison, un soleil, un chien. « C'est nous », annonça-t-il fièrement. J'ai ajouté un chien parce qu'Élise a dit qu'on devrait en avoir un. Antoine regarda Élise. « Tu as dit ça ?» Elle haussa les épaules souriante. Ya, ça a surgi. « Et on ne peut pas avoir de chien, le bail dit non. Donc, le bail dit non au chien de plus de 10 kilos. On pourrait en prendre un petit. Un vraiment petit, comme un terrier. » Lucas sautillait maintenant. « On peut, papa, s'il te plaît ?» Antoine regarda entre eux, son fils et cette femme revenue dans sa vie par une série d'événements improbables, et sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine. « On y pensera. »« Oui !» Lucas leva le poing. Élise croisa le regard d'Antoine par-dessus la tête de Lucas. Articula. « Merci. » Il articula en retour. « On prend un petit chien. » Elle sourit. Ils s'assirent pour dîner. Pâtes avec la sauce tomate d'Élise. Pain à l'ail. Lucas avait aidé à faire une salade que personne ne mangerait, mais Antoine insistait quand même. Lucas parla sans arrêt de sa journée, du chien qu'il pourrait avoir, du dessin qu'il allait faire de leur futur chien. Antoine et Élise écoutaient, se passant les plats, tombant dans le rythme facile de gens qui s'étaient connus dans une vie et s'apprenaient de nouveau dans celle-ci. Pas de promesse d'éternité, pas de certitude sur la suite. Juste le choix de rester, de se montrer demain et après-demain, et de continuer jusqu'à ce qu'un jour, en regardant en arrière, on réalise avoir bâti une vie sans le vouloir. Plus tard, après que Lucas dormait et qu'Élise était rentrée chez elle, Antoine se tint sur son balcon, regardant sa fenêtre en face. Les lumières étaient encore allumées. Il voyait sa silhouette bouger, probablement travaillant sur un projet d'illustration. Son téléphone vibra. « Élise, tu me regardes ?» Antoine. « Peut-être ?» Élise. « Voyeur. » Antoine. « Tu m'as texté d'abord. » Élise. « Point juste. » Café demain. Antoine. « Même heure. » Élise. « Même heure. » Il la vit éteindre les lumières. Vit la lueur de son téléphone,
alors qu'elle lisait sans doute sa réponse. Puis, l'obscurité. Antoine rentra, vérifia Lucas une dernière fois. Le garçon était étalé sur son lit, un bras pendant du côté, bouche ouverte, profondément endormi comme seuls les enfants le peuvent. Il ajusta la couverture, éteignit la veilleuse, tira la porte presque close. Dans sa chambre, Antoine se prépara pour le lit, se brossa les dents, mit son alarme, brancha son téléphone. Sur sa table de nuit, trônait la tasse ébréchée en poterie qu'Élise lui avait faite des années avant. Il l'avait utilisée ce matin pour le café, l'utiliserait demain. Il se coucha, éteignit la lumière, resta dans le noir, pensant à la vie qu'il avait bâtie, celle qu'il avait perdue et celle qui se formait peut-être dans l'espace entre. Pas de garantie, juste la possibilité. La vie nous réserve souvent des surprises inattendues, comme dans cette histoire touchante où Antoine, un père célibataire dévoué, retrouve par hasard Élise, l'amour de sa jeunesse, à travers une simple réparation de télévision. Ce récit nous enseigne une leçon profonde. Le temps n'efface pas toujours les blessures du passé, mais il peut offrir une seconde chance si l'on ose affronter la vérité. Imaginez, après des années de silence et de malentendus, causés par un deuil tragique et une grossesse perdue, ces deux âmes brisées se redécouvrent dans un immeuble banal de Paris. Élise, portant encore le collier boussole offert par Antoine, symbolise cette quête éternelle de retour aux racines du cœur. Antoine, protégeant farouchement son fils Lucas, apprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet de reconstruire. Dans notre quotidien effréné, combien de fois évitons-nous les confrontations par peur de souffrir davantage ? Cette fable moderne nous rappelle que les regrets naissent du non-dit, tandis que le pardon libère. Elle nous invite à écouter les signes du destin, à tendre la main vers ceux que l'on a perdus, car l'amour véritable, comme un fil invisible, peut se renouer avec patience et honnêteté. En ces moments où la solitude pèse, souvenons-nous que chaque porte fermée pourrait s'ouvrir sur un nouveau chapitre émouvant. Et vous, avez-vous déjà vécu une réconciliation inattendue qui a changé votre vie ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires nous inspirent tous. Si cette leçon vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits pleins d'émotions et de sagesse, et activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, explorons les beautés cachées de l'existence.